Et j'espère bien qu'on ne va pas tomber dans la même situation, lors de la création des entreprises dans le cadre de l'enseigne financier. C'est tout le monde qui a été motivé pour avoir donc ces financements. Mais est-ce que pour des activités rentables, est-ce qu'il y aura le suivi? Comment échelonner le remboursement? Sur quelle période? Etc. Et qui bénéficiera? Parce que lors donc des politiques de l'État d'aide et d'accompagnement dans les années précédentes, entre nous, c'était un échec, sauf exception pour quelques entreprises. Dans la majorité des cas, c'était presque, je dirais entre parenthèses, des reprises. C'est juste pour donc changer l'intitulé de l'entreprise afin de bénéficier des financements et des avantages fiscaux. Les entreprises étaient en nom des parents, afin de bénéficier de ces avantages, ils préfèrent donc de transférer ça vers donc leurs enfants, bénéficier des financements, des crédits et des avantages, alors qu'il n'y a pas réellement de la création. Certes, mais c'est vrai, la formation joue un rôle indispensable dans la motivation, notamment la motivation de l'individu. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas d'être motivé et compétent pour espérer un bon résultat. Il y a d'autres variables, il y a d'autres facteurs intrinsèques qui dépendent donc de l'individu, qui dépendent donc de sa vision. Et ça peut être donc inné, voilà, des individus qui sont entrepreneurs de naissance. Ils ont donc ce caractère, cette mentalité, et les idées évoluent dans le temps. Donc à un certain moment, l'opportunité se présente donc sur le marché, il va la saisir. Mais s'il n'a pas ces qualités, même il est formé, il va hésiter toujours, notamment lorsqu'il est donc en situation stable. Sans oublier aussi notamment donc le critère de l'âge. Aventurer, prendre le risque. Donc lorsqu'on est jeune, mais à un certain âge, c'est des cas exceptionnels, c'est des cas rares qu'on ne pouvons assumer ce risque. Donc, à la fin donc, de cette séance, donc, on ouvre le débat donc, pour les participants et l'assistance. Voilà. Si vous avez donc des questions liées donc, à cette première séance plénière. Si vous permettez, oui, bien sûr. J'aimerais bien rebondir sur une statistique qui a été donnée par Marielle. Oui. 77, le taux d'acceptation est presque de 100%. On a 77 sur 79. Les deux autres, ils n'ont pas eu un avis défavorable. Ils ont eu un ajournement pour complément de dossier. Donc, quand on parle de dire que 77 c'est négligeable, c'est pas négligeable. Les autres, parmi les 500, le reste des 500 formés, n'ont pas encore déposé. Pour des raisons, par exemple, X ou Y, on pourrait développer lors de cette séance. Mais pour le taux d'acceptation, la NSA fait un excellent travail dans ce sens. Donc il n'y a pas de souci. Quand je parle, là, j'aimerais bien revenir sur un point, parce que je me regardais de travers tout à l'heure quand j'ai dit le point noir, c'est le financement. J'aborde l'écosystème dans sa globalité, je n'aborde pas uniquement dans la relation NSA-CDE. Ça, c'est pour lever cette conclusion-là. De même, monsieur le président l'a dit tout à l'heure, pourquoi pas la constitution de fonds d'investissement privés, justement. Sans la prise de participation d'acteurs et d'industriels privés dans l'accompagnement sur le projet, le système est incroyable. À un moment donné, la verticalité de financement ne sera plus actuelle. On le sait tous. Pour l'année 2026, 135 milliards de dollars de budget de fonctionnement, c'est énorme. Je vais sur ce point-là. Merci. C'est bon, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, parce qu'elle a dit maintenant. Oui, allez-y. Donnez de l'assistance. Merci, Monsieur le Président. Donc, par rapport à ce qu'elle a dit, Madame, je tiens à la remercier par rapport à sa communication. Ce n'est pas évident d'être entre ses enseignants et d'être critiqué sans répondre.
Donc, non, c'est-à-dire dans le sens positif. On est là pour justement corriger peut-être certaines démarches, certaines procédures. Et l'enseigne, quand elle a tendu la main au monde académique, justement, c'est pour apporter des corrections. Par rapport à la formation, on a externalisé la formation de la NASDA vers l'université. Pourquoi justement? Pour avoir des résultats. On a formé 541 dans le cadre des CDE des deux universités, de l'école universitaire de Damizour et de l'université. Sur les 541, il y avait dépôt de 108 porteurs de projets qui ont pu déposer leur dossier. Sur les 108, il y a 94 validés. Donc quand on dit les chiffres, il faut les dire, c'est-à-dire il faut les citer correctement. Donc, et objectivement, c'est à 94, c'est à 108 déposés, 94 ont été validés par le CSVF. Donc il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de pourcentage, ACLA a dépassé les 94%. Mais pourquoi ils n'ont pas déposé les autres, les 400 et quelques qui n'ont pas déposé? On doit répondre ensemble. Sur cette salle, on a reçu tous les formés. On les a convoqués. Ils ont reçu des emails. On les a appelés un par un. Je dis bien un par un. Avec la collaboration de monsieur le directeur du CDE, nous, tous les accompagnateurs de la NASDA, tous les cadres de la NASDA ici présents, avec le directeur de la NASDA et moi-même, pour voir pourquoi ils n'ont pas déposé. Pourquoi? Qu'est-ce qui les empêche de déposer leur dossier? On ne peut pas quand même imposer à quelqu'un de déposer son dossier. C'est une question d'entrepreneuriat après nous, c'est une question exactement. On ne peut pas imposer à quelqu'un, on ne peut pas créer une classe d'entrepreneur clé en main à coup de financement ou à coup de pression. Justement, nous avons lancé même. Monsieur le Président, sinon ça va être juste entamé. Non, c'est juste sur ce point-là, parce qu'il faut préciser les choses, monsieur Boukeli. Sur ce point-là, on a même lancé un questionnaire pour voir quelles sont les raisons qui les empêchent. Et parmi les premiers critères, les premières raisons qui ressortent du premier problème, c'est le renforcement à 10 millions de dinars, qui est insuffisant actuellement, notamment pour les projets industriels. Merci. Donc la parole à l'assistance. On commencera donc la première question qui sera posée par qui? Vous avez une question? Vas-y, madame. Vous serez le deuxième. D'accord? Allez-y, madame. Qu'est-ce que le micro? Non, il y a un micro. Bonjour tout le monde, je remercie tous les participants pour ces communications très enrichissantes. Voilà, donc ma première question sera adressée au professeur Gautry. Vous avez évoqué dans votre communication, voilà, vous avez évoqué dans votre communication comme quoi, voilà, il faut l'innovation, etc. Donc, moi, j'ai constaté au sein de notre université que la formation d'entrepreneuriat a été évoquée dans le cursus universitaire. La question que je me pose, est-ce que réellement les programmes dispensés au sein des formations, notamment dans notre département, il y a la spécialité entrepreneuriat, là, est-ce que je me pose la question, tous les programmes qui sont étudiés au sein de cette formation, est-ce qu'ils favorisent l'innovation et nos études? D'accord. Donc ça, c'est ma première question. Donc surtout la culture de l'innovation, beaucoup plus. La deuxième question aussi, vous avez évoqué dans votre communication un contexte qui diffère et à travers toutes comment dirais-je, les expériences réussies au niveau dans le Canada, la Finlande, etc. Mais si je prends en considération le contexte culturel algérien, que je constate qu'il est différent de celui des pays que vous avez évoqués dans votre communication, justement, je me pose la question, comment adapter ces expériences réussies
dans ces pays-là, tels que la Finlande et le Canada, ou même la Tunisie, et les adapter au contexte institutionnel algérien, sachant que le contexte algérien diffère totalement, surtout sur le plan culturel. Et vous l'avez bien dit dans votre communication, que notre culture, on n'initie pas vraiment l'étudiant ou bien nos enfants à entreprendre à la culture entrepreneuriale dès le jeune âge, vu les programmes éducatifs dispensés dès le jeune âge dans notre société et dans notre système beaucoup plus. La troisième question, et j'aimerais bien l'adresser au docteur Ayed, c'est que, bien sûr, celle-là, elle a dit que 13 et quelques pourcents, que des porteurs de projets qui ont suivi des formations au niveau d'ESTA ne sont pas vraiment très satisfaits. Ils sont pratiquement insatisfaits. Je me pose la question, en tant qu'académicienne, puisque là, j'ai constaté qu'au niveau de notre université, que ce soit ici, au niveau de CDE, de l'université et de l'école, on fait appel qu'aux académiciens qui assurent les formations. Pourquoi ne pas faire appel? Moi, en tant qu'économètre, je me dis parmi les facteurs, c'est un avis, que parmi les facteurs qui laissent que ces porteurs de projets qui ne sont pas satisfaits de cette formation-là, parce que probablement il y a une insatisfaction au niveau des formations, parce que normalement un porteur de projet, il doit être aussi confronté à des experts qui vont lui montrer le chemin pour justement concrétiser son projet. Voilà, merci pour votre attention. Donc, on passe au deuxième intervenant. À vous la parole, monsieur, s'il vous plaît. Parfait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va d'abord faire monter un peu. Ça commence bien. Tu peux le prendre directement, je pense, non? Voilà. Parfait. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre présence à tout le monde et à votre prestation. Ça a été très intéressant. J'ai plein de questions seulement. Je vais donner seulement les deux plus importantes. Enfin, pas les plus importantes, mais juste selon moi, ce qui concerne l'avenir de notre nation. C'est vous, Monsieur Boukri. Votre discours m'a beaucoup plu. Ce qui concernait donc d'inculquer aux jeunes l'esprit entrepreneurial, donc chez les enfants et chez les adolescents, ce qui est très intéressant. Il y a aussi M. Mahmoudi qui a interféré avec votre discours, qui avait dit que ça serait un peu compliqué parce qu'on a quand même les parents qui participent, donc, comment dire, qui participent à l'éducation des enfants. Qui participent à l'éducation des enfants, et donc même si on leur donnait l'esprit entrepreneurial, il y a quand même un blocage qui vient du côté des parents. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous aurez un plan ou une idée d'un plan d'action afin de mettre en œuvre votre idée, votre concept? Ça serait vraiment génial. Et serait-il plus facile de l'intégrer à un lycée qui utilise un programme français, mais c'est un lycée public algérien qui est situé à Alger, Chirbouamama, au Golfe, à côté de la présidence? Ça serait un super début. Voilà, c'est tout. Je vous remercie et j'espère que... J'espère rien. Merci. Merci beaucoup. Le message est passé, oui. Merci beaucoup. Donc, troisième intervenant, Dr Boudèche. À vous la parole. Donc, bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier les intervenants pour les communications, mais aussi cet enrichissement. Donc, j'ai une seule question qui sera adressée à professeur Boukrif. J'ai bien aimé ce que vous avez apporté, notamment le fait de s'intéresser à l'esprit d'entreprendre au niveau des écoles, c'est-à-dire pour les jeunes, les petits, pourquoi pas. Donc, je voudrais bien, s'il vous plaît, professeur Boukrif, plus de précision, notamment sachant que le système éducatif algérien est basé sur des approches traditionnelles, notamment la mémorisation en dépit de la créativité. Je voudrais juste comprendre, y a-t-il
possible des propositions que vous pouvez envisager pour que d'inculquer chez les jeunes, les petits, cet esprit d'entreprendre, de curiosité, de recherche, etc. dans les écoles. C'est la seule question que j'ai à vous. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il une autre question, s'il vous plaît? Vas-y. Et on arrête la première tranche des questions et puis on passera donc à la deuxième et donc vous aurez les réponses. Alors, bonjour à tous, c'est mademoiselle Alilette, enseignante au niveau du département des sciences commerciales. Bon, j'ai écouté avec beaucoup de pertinence l'ensemble des intervenants, que j'ai beaucoup aimé toutes les communications auxquelles j'ai assisté. Ce qui m'interpelle beaucoup plus, c'est la communication du docteur Mahmoudi et celle de madame Ayed, que je remercie énormément. Et il y a quelques semaines, je discutais avec un ami qui est un industriel, mais qui vit à l'étranger. Et donc, il souhaite revenir en Algérie pour lancer un autre investissement. Mais il a souligné, en fait, ce que Mme Boukarif aussi a parlé, c'est la non-adéquation entre les formations. Bon, je lui ai expliqué que ce n'est pas tout à fait ça, qu'au contraire, il y a quand même, on essaie de s'adapter au marché, etc. Mais quand même, lui, il réfléchit en termes internationaux. Donc, il a souligné ce problème-là. Et il a évoqué le fait que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une certaine coopération entre les acteurs privés pour financer les étudiants, pour développer des projets. Donc, je lui ai expliqué que le mécanisme de l'État vise à favoriser la création de la micro-entreprise, de la start-up, etc. Mais est-ce qu'il serait convenable et optimal aujourd'hui peut-être de lancer une plateforme au niveau national où les industriels d'un côté vont soumettre leurs problèmes en collaboration avec les instituts de formation et les universités, etc., les écoles, pour solutionner ces problèmes-là avec des idées innovantes. Et en contrepartie, il y aura la création d'un fonds d'investissement qui sera privé, qui sera financé par ces entreprises-là. Et c'est une manière de consolider les liens entre universités et industriels privés. Et aussi, c'est une manière d'assurer le financement de ces micro-entreprises. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il serait peut-être convenable et peut-être faisable aussi de réfléchir sur cette voie-là? Et merci. Merci, madame. Donc, docteur Amra, à vous la parole, monsieur. Vas-y. Ça marche. C'est bon. Bonjour tout le monde. Donc c'est Dr Amrar, enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je voudrais juste rajouter ou bien poser une question directe au Dr Mahmoudi et bien sûr au professeur Boukri quand on a parlé donc des composantes du système ou de l'écosystème entrepreneurial. Donc ils ont évoqué donc les différentes dimensions qui doivent être donc réunies pour réussir cet écosystème. Docteur Mahmoudi, et bien sûr notre cher invité Tarchaouch a bien expliqué que les modes de financement classiques que nous avons actuellement ne sont pas adaptés au financement des projets innovants. J'aimerais bien savoir qu'en est-il des modes de financement alternatifs qui existent de par le monde. Comment est-ce qu'on peut les mettre en place et réussir pour combler justement cette insuffisance du système ou des modes de financement classiques existants. D'autant plus que nous avons vu l'existence d'une première initiative de création d'une plateforme de financement participatif, le crowdfunding, mais qui n'a pas vraiment abouti à des financements de projets innovants.
du moins à réussir un ou deux projets innovants et de start-up. Je voudrais revenir à la thématique développée par le professeur Boukrif. Il a souligné beaucoup d'aspects qui sont très très importants et indispensables pour réussir tout projet de création d'entreprise ou de projet innovant. En mettant l'accent sur la formation, l'apprentissage, l'esprit d'initiative. Il a livré tout un ensemble d'exemples, d'expériences à travers le monde. Je rejoins Madame Boukrif. J'aimerais bien que vous nous donniez un modèle type qu'on pourrait transposer dans notre pays, d'autant plus que vous avez mis l'accent sur l'apprentissage à un âge primitif et non pas à un âge adulte. Donc, est-ce que c'est possible de nous donner justement un exemple qu'on pourrait suivre et adapter au contexte algérien, surtout lorsque vous avez évoqué la culture algérienne qui n'est pas propice et favorable à lisser l'enfant, puisque vous avez axé votre intervention sur l'enfance, à réfléchir librement, à oser dans tout ce qu'il entreprend. Merci beaucoup. Merci, docteur. Donc, je préfère on s'arrête là pour la première partie uniquement, hein, d'accord? S'il y aura d'autres questions, il n'y a pas de souci. Donc, il y aura une deuxième partie. Donc, c'est une manière de s'organiser pour être efficace. Donc, on commence par l'intervention de M. Boukrif afin d'essayer de répondre à l'ensemble des questions adressées à M. Boukrif. D'ailleurs, c'était la majorité. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes chers collègues pour toutes ces questions. Donc, ils ont montré finalement énormément d'intérêt par rapport à ce que j'ai partagé. J'ai essayé un petit peu d'apporter un concept un petit plus ou moins par rapport un peu nouveau. Donc, avant de répondre à toutes les questions, moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a vraiment interpellé plutôt, quand Mme Ayed a parlé de la frustration. Et ça a été enchaîné avec aussi Dr Mahmoudi qui a dit que le problème est aussi pourquoi ils n'ont pas déposé, les 400 qui n'ont pas déposé, le problème de manque de financement. Justement, je vais enchaîner par rapport à ce que j'ai dit. Malheureusement, la société, l'école algérienne a favorisé la culture entière. Tout le monde attend de l'État. Et c'est là le problème auquel nous devons s'attaquer. J'ai dit, c'est justement dans notre système éducatif, à l'école, au primaire, nous devons sortir pour toutes de cette culture entière. J'ai dit tout à l'heure, ça va permettre de ne pas être dans une situation d'attente de ce que l'État va donner. Parce que normalement, l'État a fait ce qu'il fallait faire. Il y a un fonds de financement de start-up. C'est insuffisant. C'est insuffisant par rapport à quoi ? Par rapport à mettre en place une usine de combien de milliards? L'État ne va pas faire ça, je suis désolé. C'est un financement d'amorçage pour faire mûrir l'idée, pour faire le prototype. Après, c'est justement au capitalisme, à l'industriel, au privé de prendre le relais dans tous les pays du monde. L'État ne va pas te créer l'usine chimique. C'est pas la loi de Fred Marshall, c'est le risque qui justifie le profit. N'attendez pas que l'État va venir financer les 400 autres qui ont des idées pour faire une entreprise. Notre ami Cheikh Razir, il a eu une invention, c'est un privé. Et donc il a sollicité. Mais quand l'idée il est réellement, parce que là on revient à quelque chose, on a un projet déposé et une réelle innovation qui apporte une plus-value à la société, qui intéresse l'industriel et qui a réellement, le client répond à des attentes du client. Soyez sûr qu'un industriel va saisir cette occasion. Donc c'est ça le problème. Nous devons préparer la société à saisir des opportunités. Nous devons préparer la société à accepter le risque. Nous devons préparer la société justement à l'innovation. C'est ça le rôle de l'apprentissage au niveau du collège, du primaire, etc., du lycée, etc. Ce que je voulais faire passer tout à l'heure comme message. Donc cette frustration, il est justement liée à nos aptitudes, à nos traits personnels que nous attendons كل شيء يخدموا المغاربه باباك même en tant que المغاربه بابا يفنوا المغاربه يجوج المغاربه بابا alors que la société occidentale 18 ans de تباليستك راح تروح
18 ans, les gens sont prêts à affronter la vie et construire d'eux-mêmes. Nous qui même 30 ans, mais c'est dire. Donc c'est tout ça que nous devons essayer de voir en profondeur. Maintenant, je reviens à des questions. La première question qui est posée par Mme Boukrif, elle dit que la formation que nous dispensons au sein de l'université. Mes chers étudiants, ils sont là. Plusieurs fois, on m'a posé cette question. On fait l'entrepreneuriat, c'est quoi? On ne va pas y faire des innovateurs. Ce n'est pas eux les innovateurs. L'innovation, c'est autre chose. L'innovation, c'est un esprit, c'est un état d'esprit. Ce que nous sommes en train de former, qui est important, ces gens qui devaient demain accompagner normalement, au niveau de toutes les communes, au niveau de toutes les daïras, on devait avoir des experts, des conseillers à l'entrepreneuriat. Ce que nous sommes en train de former, c'est des gens qui maîtrisent les outils, le marketing, un business plan, comment faire une étude de marketing, que nous allons mettre demain au profit de celui qui a une idée innovante, qui est fort possible, il ne connaît pas tout ça. Il a une idée, mais il a besoin d'être accompagné. Donc, il ne faut pas se perdre, comment dire. Nous ne sommes pas en train de former des innovateurs, non des start-upers, des porteurs de projets. Nous sommes en train de former des gens, des conseillers de demain qui vont justement rejoindre les stars, créer des incubateurs, rejoindre les CDE, travailler au niveau des communes, etc. C'est ça. Ils vont faire partie de cet écosystème. Une deuxième question m'a été posée sur un modèle. Nous sommes conscients justement que notre système éducatif, et même au niveau de la famille, notamment notre système éducatif, ça fait 15 jours ou 20 jours après, j'ai organisé une conférence nationale à Alger sur comment repenser le système éducatif national. On s'est dit, dans un diagnostic qui a été présenté par des éminents professeurs, tels que Aïssa Qadri, professeur émérite, et Karim Khaled, on met l'accent sur notre système d'enseignement. Vous savez, le fait déjà à l'école, nous avons tous les élèves Westfirwa dans une classe où tout le monde ne peut pas parler sans l'autorisation de l'enseignant. Tout ça, ça crée des blocages psychologiques. Dans toutes les écoles des pays développés, les élèves sont disposés d'une manière, soit d'une manière à ce que... Regardez le système éducatif au Canada. Comment les élèves dans une classe, ils ont une certaine autonomie, ils travaillent en groupe. Non, il n'a pas le droit de parler. Ou qu'est-ce qu'on fait? Il est tenu d'apprendre par cœur ce que l'enseignant lui donne. Même pour l'examen, nos systèmes d'évaluation, il est basé sur, malheureusement, la capacité d'apprendre par cœur. Il n'est pas à réfléchir. Donc, pas à prendre l'initiative. Donc, tout ça que nous devons remettre en cause et essayer de repenser notre système éducatif pour intégrer justement ces aptitudes nécessaires au développement de l'entrepreneuriat. Un modèle, vous savez, il n'y a aucun modèle qui peut être placardé tel qu'il est. On peut s'inspirer des modèles. Vous savez, moi, j'ai eu la chance, peut-être, je ne sais pas, en 1981-82, j'ai été formé la première vague nationale pour les PEF, professeurs d'enseignement fondamental. J'ai commencé ma vie professionnelle il y a plus de 40 ans maintenant. J'ai été formé à l'époque, nous avons ramené le système fondamental de l'Allemagne. En soi, le système, tel qu'on a été formé, il est extraordinaire. C'est l'approche par compétence, l'implication de l'élève, etc. Mais le fait, pourquoi on n'a pas réussi? Parce que nous avons importé un modèle sans le mode d'emploi, sans créer les conditions de sa mise en place. La première des conditions, c'est que nous devons le comprendre nous-mêmes. LMD, vous êtes... Nous étudiants sont LMD. LMD, il parle des passerelles, il parle de la mobilité, il parle d'une passerelle entre les spécialités. Et nous connaissons l'autoroute. L'autoroute barricadée, tu commences une spécialité, impossible de se passer. Le transfert d'une université à l'autre, il faut être lecteur, vice-recteur, chef de département, chef, etc.
Donc on n'a pas ce système. Donc ce qui fait, moi je plaide pour repenser notre façon de faire, du primaire au collège, au lycée, donc ça, justement, ça fait partie de la formation de base. C'est très important. Donc, est-ce que vous avez un plan d'action? Je te remercie, c'est notre étudiant et ça j'ai aimé. Le fait que j'ai vu mon étudiant prendre la parole, me poser la question, je suis ému devant ça. Ce que nous devons encourager. Je suis sûr et certain, beaucoup d'étudiants qui ont quelque chose à faire, mais notre système a fait qu'ils n'ont pas ce courage d'y aller prendre la parole. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il faut favoriser ça. Un plan d'action, mon fils, je ne peux pas prétendre avoir une recette miracle. Mais je plaide à des assises, je plaide à ce que les experts, parce que ce n'est pas une question d'une personne, des sociologues, des psychologues, des pédagogues, nous devons réfléchir ensemble comment adapter ces modèles. Les modèles, je ne vais pas vous dire la Finlande ici, mais la Tunisie nous dépasse. Et la Tunisie, ce plan, similitudes culturelles et géographiques, et on n'est pas loin. En Tunisie, Mahmoudi, il a fait une formation dans un incubateur en Tunisie et ils sont très dynamiques. Et ils ont introduit depuis la loi de 2008 de l'entrepreneuriat au collège, au SUM. Donc, il y a des modèles qu'on peut essayer d'adapter, d'autres modèles. Ça nécessite une transformation culturelle, ça nécessite, et c'est un processus. C'est pour ça, ce n'est pas technique. Ce n'est pas jouer le lendemain, sinon on va faire encore des bêtises. OK? Je rejoins Mme Boudèche, c'est un peu, je viens de répondre. Effectivement, Mme Boudèche, j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons une école avec des mécanismes traditionnels. Et Cheikh souffle l'estrade, c'est l'autorité. Il interdit toute forme d'initiative. Quand un élève essaye de faire passer, il est puni. On a vu nos excellents élèves toujours ont des problèmes avec les enseignants parce que quand ils essayent un petit peu d'apporter quelque chose de contradictoire par rapport. Moi, j'ai eu un cas à gérer avec de mon enfant. Il a donné une réponse plus large que la réponse qu'il a fait à l'école parce qu'il a eu la petite chance de lire un peu plus. Elle a été sanctionnée par l'enseignant. Je l'ai vu. Niras, est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Et pourquoi tu as sanctionné? Mais c'est pas ce que j'attendais. Bah, vous voyez, c'est pas ce que j'attendais, mais tu vois que ça sera. Il a mis des informations plus détaillées. Donc, c'est toute une autre façon de voir les choses. Effectivement, Madame Boudèche, vous avez raison, que notre système éducatif, il est dépassé. Nous devons revoir tout ça pour permettre justement l'émergence d'une autre classe entrepreneuriale, parce que je m'excuse, je vous le dis, nous n'avons pas encore des entrepreneurs. La preuve, ils ont le rapport de risque ils sont très frileux par rapport au risque. Ils ne prennent pas le risque. L'innovation, ce n'est pas leur question. Et c'est pour ça très peu d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise osent maintenant parier sur un start-upper. C'est une idée innovante. Je ne sais pas si j'ai terminé. Donc, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, s'il y a d'autres... Merci. Merci, professeur Boukrif. Donc, la parole maintenant, c'est à Mme Ayed. Il y avait une question adressée pour Mme Ayed. À vous la parole. Donc, pour ce qui est de la question qui a été posée par le professeur Boukrif, Nouara, donc par rapport au fait que 13% seulement des porteurs de projets, en fait 13% pour être plus, ne sont pas satisfaits de la formation, est-ce qu'il est recommandé peut-être d'enrichir l'accompagnement par des contacts avec des experts? Donc la question qui se pose, c'est de quel expert s'agit-il? À mon avis, même si certes ça va ajouter disons quelque chose à la qualité de la formation, mais d'après le contact que j'ai eu avec ces futurs chefs de projet, ce n'est pas ça la question. C'est que dans leur mentalité, leur façon de voir les choses, pour eux, la formation, et je m'adresse à M. Tahachaouch, la formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est une contrainte imposée. Donc vous êtes obligé de suivre cette formation. Et pour eux, si vous suivez la formation, vous décrocherez le financement. Et quand j'ai commencé à leur enseigner l'axe financier,
Je suis arrivée à leur expliquer que vous devez avoir une vanne positive. Et c'est quoi cette vanne? C'est un critère qui dit que votre projet est rentable. Donc nos projets ne sont pas rentables. Parce qu'ils croient que le fait de vendre un produit, on est rentable. Or, ce n'est pas ça la rentabilité. Il y a plusieurs aspects qui rentrent dans l'évaluation de la rentabilité d'un projet. Et c'est là qu'ils sont confrontés à la réalité. Ce n'est pas parce que vous suivez votre formation que vous aurez les financements, parce qu'à la base, vous n'avez pas étudié les critères de rentabilité de votre projet. C'est indispensable. Ils ne sont pas au courant que, par exemple, leurs produits doivent dépasser leurs charges, parce qu'ils ne font même pas, ils savent même pas ce que c'est qu'une charge, ce que c'est tout disons, un système, disons, une culture, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à développer. En dehors du fait que l'idée des experts serait vraiment quelque chose d'avantageux. Autre chose, moi j'aurais aimé aussi par rapport à vous, les responsables au niveau de la NESDA, donc à une échelle plus supérieure, pourquoi ne pas, disons, une fois que vous aurez fait le contact avec les porteurs de projets, leur exposer des statistiques pour les rassurer. C'est par rapport à cette question de frustration. Comme quoi, voilà, puisque l'a dit M. Mahmoudi, on a quand même un taux assez appréciable de ces porteurs qui ont été financés. Donc, il faudrait les rassurer. Sur temps, nous avons, je ne sais pas ce que vous faites comme vous, je n'ai pas été là, mais le fait de les rassurer et surtout de les motiver. Parce qu'à un certain moment, quand je donnais mon cours, ils me disaient, madame, on va abandonner tout de suite. Je sentais que là, ils se rendent compte de la réalité de la chose. Ils étaient dans le théorique, dans la fiction, et maintenant qu'ils sont face au terrain, beaucoup de problèmes se posent. Il faut vraiment qu'ils associent la réalité à ce qu'ils ont dans la tête. C'est cette dissociation qui peut causer peut-être tort à la qualité de la formation. En plus de l'idée de Mme Boukrif, qui est vraiment quand même ingénieuse, c'est pourquoi pas ajouter des petites rencontres avec des experts. Et pourquoi pas, c'est une idée, pas des industriels forcément, peut-être des porteurs de projets qui ont réussi, et qui ont été financés et qui ont suivi la formation et qui ont été financés par la NESDA. Si vous gardez le contact avec certains, les ramener, raconter leur parcours de combattants et dire que ce parcours, finalement, il va payer. Donc, ça vaut la peine. Si vous permettez, Malish. Merci, Madame Ayed. Donc, si vous avez quelque chose à rajouter, Dr Mahmoudi. Oui. Yann, il veut rebondir sur ce que vient de dire Madame Ayed. Si vous me permettez, Monsieur le Président, donc, merci, Madame. Malish, je me permets, Madame. C'est des choses qu'on faisait dans le cadre de CEDU. Donc, on a des séances de mentorat. Avant la fin de la formation, on invite des porteurs de projets réussis. C'est ce qu'on appelle des success stories, pour partager leur expérience. Donc, d'ailleurs, on choisit les porteurs de projets réussis qui ont fait preuve de leur réussite pour exposer et partager leur expérience sur le terrain. Donc, chaque session de formation, on invite un porteur de projet, spécialement les porteurs de projets financés dans le cadre de l'ANST, pour partager leur expérience. De deux, la formation. Quand on dit une formation obligatoire, oui, le financement est subordonné à la formation. Si tu ne suis pas la formation, vous n'aurez pas le financement. Mais à votre avis, quand vous dites à madame, ils se sont démotivés après la formation, tant mieux. Tant mieux, je préfère quelqu'un qui est démotivé avant le financement que quelqu'un qui est financé après il est démotivé. Parce qu'après la formation, après une auto-évaluation, il trouve qu'il n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Tant mieux. C'est parmi les objectifs justement de la formation. C'est parmi les objectifs de l'externalisation de cette formation au monde de la science justement. On a choisi l'enseignement supérieur par rapport à la formation en entrepreneuriat. M. Boukrif, il a dit qu'on doit inculquer cet esprit entrepreneurial dès le jeune âge. Parce que ce n'est pas l'enseigne qui est responsable sur ça. Donc, à l'âge adulte, il n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Parce que là, c'est fini. On ne peut pas lui inculquer à un certain âge. On ne peut pas lui changer le mindset. Donc, tout ça, on doit travailler ensemble. Je n'ai pas aimé une chose dans ce colloque, c'est qu'il n'y a pas les structures de financement. Il n'y a pas les agences de financement. Je suis le seul, je suis invité en tant que formateur de CDE. Mais si en tant que NESDA, par hasard, je préfère qu'il y ait cette relation entre
le monde académique et le monde socio-économique pour nous porter des solutions, justement. Parce que des fois, même on est dans l'embarras. Même des fois, quand on accompagne quelqu'un qui n'est pas aussi motivé, aussi engagé, aussi déterminé, aussi toutes les caractéristiques que doit avoir un entrepreneur. On est dans l'embarras. Madame, il faut les rassurer. Oui, je suis là pour le rassurer, je suis là pour l'accompagner, mais je ne suis pas là pour l'assister aussi. Attention, il y a des gens, ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Il ne sera pas une réussite. Donc, je préfère de faire ce filtre dans le cadre de la formation, dans le cadre du CDE, et d'avoir des entreprises qui vont durer dans le temps. On parle des anciennes expériences, on parle de l'ex-enseigne. Nous allons à la réforme, nous allons à la sélection, nous allons à le tri, nous allons à des entreprises solides qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. D'un autre côté, ah non, il faut rassurer les porteurs de projets. Je ne la rassure pas. Claire, quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est prêt à prendre le risque. Marhaba bih. Quelqu'un qui ignore que l'entrepreneuriat, c'est rose, c'est pas rose. C'est un défi à apprendre. Il vaut mieux dire ouais, c'est ça. Merci. Je sais pas ce que... Oui. Donc, un petit mot, M. Boukrif, s'il vous plaît. Pour passer à la deuxième partie des je vais faire une proposition, même toi, vous savez, parce que c'est vrai, madame a raison de dire qu'une formation obligatoire, alors que nous avons des groupes hétérogènes au niveau de CDE. Il y a des gens qui ont déjà des licenciés en finance, d'autres ils sont marketing, ils n'ont pas besoin de levier. Moi je propose pourquoi pas réfléchir plutôt à un panoplie de modules et l'étudiant va cocher celle qu'il veut faire. Il y a des choses étonnées, il n'a pas besoin. Pourquoi, si je suis licence master en marketing, de ça, pendant 15 jours marketing, c'est là déjà. Mais si on est informaticien, on est informatique peut-être. Donc, parce que c'est ça le problème. Vous savez, les masters à l'étranger, au Canada, il y a par exemple master en marketing, il y a 30, 40, 50 modules, et c'est l'étudiant de cocher sur les modules qui va dire pendant un semestre. On donne cette possibilité. Et même le nombre de crédits, il peut travailler sur un semestre sur 30 crédits, comme il peut travailler sur 60 crédits. Tout dépend de ses aptitudes, de son temps, etc. Donc nous, chez nous, on ne donne rien, absolument rien, à l'étudiant comme possibilité de gérer lui-même sa vie étudiantine. Donc c'est justement, j'ai dit, nous avons amené LMD sans qu'il y ait les véritables, la philosophie du LMD, il n'est pas là. Donc ailleurs, un master, en 2 ans, on peut le faire une année. Sinon, on ne travaille pas, on ne fait que ça. Je valide 60 crédits S1, 60 crédits S2. On s'inscrit dans les gays. Après, le choix, tout dépend. J'ai envie plus tard de faire telle ou telle spécialité. Il y a des modules que je ne vais pas le prendre. Si je viens de l'Angleterre, je suis un Anglais et tu me fais un module anglais obligatoire. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc, au CDE, je prends une proposition à réfléchir comment avoir une panoplie de modules et les candidats peuvent choisir. Quand il choisit, il va choisir, je suis sûr que c'est ça, et il va suivre avec envie, etc. Merci. Merci. Donc, on passe à la deuxième partie des questions. Non, je n'ai pas répondu à mes questions. Permettez, s'il vous plaît. Après, vous aurez la parole. Donc, on passe à la deuxième partie. Donc, la parole à l'assistance. Si vous avez d'autres questions à poser. Ok. Donc, je reprends une série de questions. J'en ai plusieurs. Là. Attendez, s'il vous plaît. Vas-y. Au moins, on aura 2-3 questions. Après, je vais commencer par vous-même. Donc, bonjour tout le monde. Donc, c'est Dr Bagdi. Donc, j'interviens ici au département sciences commerciales et aussi dans le cadre du CDE. Donc, je vais un petit peu... Ce n'est pas toutes des questions. Il se pourrait qu'il y ait quelques suggestions. Donc, la première, je vais m'adresser à le professeur Boukrif. Je vous remercie donc pour la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Et je me dis maintenant qu'avant de gronder ma fille de 4 ans, je vais penser à 2 fois.
quand elle me dira « c'est ma chambre, c'est moi qui décide », je vais me taire. Je vais me dire, je vais être plus rassurée alors. Je vais me dire, ça va. Donc ce qui a attiré aussi mon attention, donc en réalité, pour développer l'entrepreneuriat, donc c'est à nous, la nouvelle génération de parents, c'est à nous de sensibiliser nos enfants en quelque sorte. De leur laisser un petit peu d'initiative. Comme vous avez dit tout à l'heure, on n'avait pas le droit avant de parler dans certaines familles, c'est pas dans toutes les familles, mais par exemple, on ne pouvait pas parler quand l'aîné parle ou quand vous avez votre grand-père, votre papa. D'ailleurs, on nous disait, quand les grands parlent, les petits, les plus jeunes doivent se taire. Donc, je pense que c'est donc à nous d'essayer de changer un petit peu ça et d'essayer aussi, je pense aussi que le système éducatif donc, devrait prendre en considération aussi ça et s'engager dans plus d'activités qui vont favoriser la créativité de l'enfant au lieu de le museler en quelque sorte. Ça, c'est concernant l'intervention de professeur Boukerif. Donc, je voudrais rajouter aussi concernant le fonds, les capitaux à risque, les capitaux risqueurs, en ayant fait plusieurs entretiens avec les industriels de la région. J'ai fait une enquête en magistère, doctorat, donc j'ai eu à interviewer un petit peu les têtes. Je pense que ça va être très difficile de les convaincre par rapport à la culture. Peut-être si on s'adresse à la nouvelle génération, on trouvera des gens qui pourront ou qui voudront participer au financement des startups. Mais un senior comme ça, il va vous dire, je vais lui donner mon argent pour créer son entreprise. Et c'est quoi cette innovation, ça? Moi, personnellement, en ayant mon père chef d'entreprise, quand on lui demande, on le sollicite pour sponsoriser, pourtant il est très ouvert d'esprit, mais quand on lui demande de sponsoriser tel ou tel événement, il nous dit quoi? Je vais leur donner de l'argent pour faire des fêtes et c'est quoi ça? Donc, je pense que la culture ici joue un rôle très important. Donc, si on veut initier ce projet-là, vaut mieux s'adresser à la nouvelle génération qui sont plus sensibles aux startups, à l'innovation. Ils sont un petit peu plus dans cette logique-là que les seniors. Ça, c'est un avis. C'est un constat que j'ai fait un petit peu par rapport aux enquêtes que j'ai faites. Maintenant, je vais m'adresser à Dr Mahmoudi et aussi Monsieur Taha Chawouch. Donc c'est dans le cadre du CDE, donc en étant formatrice dans le CDE de l'Estin. Je trouve que c'est une très belle initiative. Moi, j'ai fait une très belle expérience avec les candidats. Ils sont là, il y a un débat. L'axe que j'assure n'est pas forcément théorique. On se retrouve beaucoup plus à faire des activités. Donc, il y a un axe là où il y a une auto-évaluation dès le début. Ils vont s'auto-évaluer pour savoir est-ce qu'ils ont plus ou moins les capacités nécessaires pour être entrepreneurs ou pas. Donc, après, on leur demande de refaire l'évaluation. Après la formation, on leur demande de refaire l'évaluation pour voir est-ce qu'ils ont, c'est un test psychologique, est-ce qu'ils ont acquis en compétences ou pas. Maintenant, à la fin de chaque formation, la plupart me demandent mon contact. Ils me disent, Madame, est-ce qu'on peut vous contacter? Est-ce que vous pouvez nous aider sur telle ou telle chose? Personnellement, je pense que je n'ai pas les prérogatives d'aider sur le côté formation. Peut-être sur autre chose, je ne pourrais pas l'aider. Docteur Mahmoudi, donc vous avez parlé d'accompagnement et de suivi. J'aimerais beaucoup savoir en quoi consiste exactement cet accompagnement et ce suivi. Comment est-ce que vous le faites après la formation, vu que vous dites que c'est l'une des prérogatives du CDE. Donc voilà, normalement j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie donc et je vous rends la parole. Merci. Donc j'espère bien qu'on est bien arrivé donc à la fin. Je demande à l'assistance est-ce qu'il y a une dernière question? Une dernière. Sinon, on va se limiter à ça et on passe la parole aux concernés
pour répondre sur les questions posées. Oui, oui, vas-y. Bonjour, merci à vous, merci d'être présent, merci à tout le monde d'être présent. Donc ma question au départ c'était, je voulais savoir si c'est vraiment une formation de 21 jours suffisait pour former un vrai entrepreneur et pousser et créer un esprit créatif et plein de créativité. Aussi après je me suis aussi demandé est-ce que ce plan qui a été élaboré par Nesda a eu vraiment un impact réel sur l'aspect économique et quels sont les résultats réels. Aussi, il y avait aussi la question que Madame venait aussi de la poser. Quels sont les accompagnements après la formation? Parce que je pense que la formation ne se fait pas vraiment pour accompagner les entrepreneurs, surtout dans le milieu professionnel, où on rencontre plusieurs problèmes qui sont loin de la théorie. Donc, est-ce que vous avez vraiment un plan à ça? Merci. Question, voilà, donc on donne la parole à M. Boukrif. Je pense que ça devrait revenir à moi, la parole. Oui. Merci. Allez-y. Donc, je m'excuse de m'interposer de cette façon-là. Il y a la question de Mme Boukrif qui a parlé de faire appel uniquement à des académiciens. On ne fait pas appel uniquement à des académiciens. On fait du mentorat. On fait également appel à des professionnels. On invite souvent quelqu'un des impôts, donc dans le cadre des formations. En plus, ce n'est pas des cours théoriques, c'est des ateliers. C'est des ateliers, c'est du training qu'on fait. Le programme, c'est un programme international validé par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et le BIT également, et qui passe en revue tout le processus de création. M. Boukrif, tout à l'heure, a parlé de formations ciblées. Je suis d'accord pour des personnes qui sont engagées dans un processus entrepreneurial et qui ont acquis des compétences, parce que là, on parle de compétences soft et des compétences hard, ça veut dire des compétences entrepreneuriales, comportementales, que même si on est très très bon sur le plan technique, on ne peut pas les maîtriser. Et aussi de compétences hard, là c'est des compétences de métier. On pourrait justement, on en a parlé hier avec M. Tarchaouch, pas loin d'hier, de faire un panel en fait de formation en ciblant les catégories à former. Mais mon avis par rapport donc au programme lui-même, il est très riche. Il est très riche et quand vous allez venir, vous allez découvrir. Il y a eu des interventions, je pense, Madame Aïda a été interpellée sur ce point-là, du fait qu'il y ait une insatisfaction. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu un taux d'insatisfaction élevé. Vous avez fait une évaluation très prématurée, à mon sens. Vous avez commencé à faire une évaluation alors que vous avez uniquement deux sessions de formation. Le deuxième groupe, d'ailleurs, c'est moi qui les ai envoyés à l'Estin pour décharger un peu le CDE de l'Université de Béjaïa. Donc, globalement, je pense en fait, on n'a pas compris le rôle des formations en entrepreneuriat. Ce n'est pas de créer des entrepreneurs clés en main. C'est d'enseigner des compétences à des individus qui pourraient éventuellement les utiliser même dans leur parcours professionnel. Parce que ces individus-là ne les ont pas suivis lors de leur cursus universitaire. Donc c'est des compétences entrepreneuriales, managériales, des compétences personnelles, des compétences d'organisation, des compétences conceptuelles qui sont dispensées et non pas sur forme de cours comme c'est répandu. Ce sont des trainings, ce sont des apprentissages. Il y a des ateliers, des activités, des fiches d'activités qui sont faites au niveau des salles de formation. La deuxième question, je pense que M. Boukrif a répondu à cette question et je partage son avis concernant donc le changement du mindset,
M. Tarchaouch également. Non-adéquation des formations. C'est un mail qui l'a posé, non-adéquation des formations. Je n'ai pas compris exactement de quoi il s'agit. Ah oui, ok. Donc je passe. Alors, Madame, tout à l'heure, bon, c'est pas grave. Ah, elle est là. Donc vous avez parlé du suivi. Alors le suivi, il se fait au niveau du CIE de l'université. C'est au directeur du CIE d'organiser ces sessions de suivi et d'accompagnement. Nous, on le fait au niveau de Tergouzmour. Donc à chaque fin de cycle de formation, on leur donne le temps justement de maturer leur projet, de faire les factures, etc. Et de revenir en collaboration étroite avec nos collègues de la NASDA, on fait le suivi. Ça veut dire, voilà, vous avez un ensemble, un dossier à préparer, un ensemble de fiches techniques également à préparer, un business plan, une étude technique économique, et il y a les accompagnateurs qui les accompagnent justement dans la réalisation de ce type de documents, important, hein, parce qu'il faut savoir défendre votre business plan lors de la commission. Donc c'est comme ça, je ne sais pas si ça se fait au niveau de l'ISTA, c'est pour ça que je vous ai dit, l'évaluation de l'autosatisfaction elle était faite, j'aimerais bien que vous le fassiez a posteriori. A posteriori, dans quelques temps. J'aimerais bien que vous le faites et vous verrez. D'ailleurs, j'invite Madame Boukerif à le faire hein, pour dire ils sont insatisfaits. Faites l'enquête et revenez, on va voir. Pour la question de culture entrepreneuriale faible en Algérie, franchement, je suis pas d'accord. Je vous renvoie au rapport du GEM, le Global Entrepreneurship Monitor de 2011. Le taux d'activité entrepreneuriale à un stade précoce est le plus élevé dans la région MENA. C'est celui de l'Algérie. C'est le plus élevé au Maghreb également. Donc le problème, ce n'est pas un problème de culture. Le problème, c'est un problème qui émane du terrain. Quand il se confronte au terrain, là, il rebrousse chemin et s'engage plus dans un processus entrepreneurial. Voilà, et je termine sur ce point-là. Merci. Merci. Donc, la dernière étape, on arrive donc à la fin et on donnera la parole au professeur Boukerif pour donc répondre et de clôturer donc avec l'ensemble des questions soulevées. À vous la parole, professeur. Merci, Président. Donc, même si ce n'était pas une question de Mme Bagdi, mais quand même c'est une remarque très pertinente, notamment le comportement des chefs d'entreprise seniors. Maintenant, la question, encore, on va revenir un petit peu à cette notion d'entrepreneur. Nos chefs d'entreprise, est-ce que réellement ils sont dans l'esprit entrepreneurial avec les deux notions importantes pour être entrepreneur d'après Champéro, c'est plutôt Schumpeter, c'est la prise de risque et l'innovation. Donc, vous savez, un entrepreneur, il est rationnel, enfin les nôtres. À partir du moment où il arrive à vendre, à partir du moment où il fait un bon chiffre d'affaires, pourquoi voulez-vous qu'il va mettre de l'argent dans un projet à risque? Est-ce que le marché demande de l'innovation? Est-ce que votre père, qui est chef d'entreprise, il a besoin de faire de la promotion, de la publicité pour vendre? Donc, s'ils ne sont pas ça, donc il ne va pas y aller. Mais par contre, si on pose la problématique autrement, de montrer les risques de l'immobilisme, les risques comme quoi, si vous êtes aujourd'hui dans une situation de confort, ce confort ne peut pas durer, il dépend de l'État, parce que nous sommes tous d'accord pour dire, malheureusement, le seul entrepreneur dans notre pays, ça reste l'entrepreneur, c'est l'État. Tout le monde gravite autour des projets de l'État. Donc, avec l'effondrement du coût de pétrole, tout va basculer. On a vu des milliers d'entreprises, notamment dans le bâtiment, qui ont disparu parce que l'État a arrêté d'investir dans le bâtiment. Donc, à un moment donné, avec la crise de 2008, etc., donc 2014 aussi. Donc, ce qui fait, si vous posez la question de dire cette situation aujourd'hui ne peut pas durer et à un moment donné ça va changer. Nous devons anticiper
Donc, y aller dans une autre logique, d'anticiper les changements à venir, là, ça peut changer. Là, on peut le convaincre de la nécessité, comme quoi il faut se préparer, parce que l'entrepreneur, c'est celui qui anticipe, celui qui va justement avoir des stratégies à venir. Voilà, ne pas rester sur une situation connue. Voilà. Donc, ce qui fait, c'est important de... qu'est-ce que j'allais dire? Juste, docteur Mahmoudi, le CDE, il fait des formations. Il donne, comme vous l'avez bien souligné, des techniques, des compétences, etc. Mais je crois que l'accompagnement devait se faire par un autre organisme qui existe chez nous, c'est l'incubateur. L'incubateur, lui, va prendre pendant... Les entreprises sont censées être incubées pendant une période, 1 année, 2 ans, 3 ans. J'ai fait des formations dans l'un des plus grands incubateurs en France. Il y a nous, quand on parle, nous ne sommes pas obligés de défendre. Il faut avoir cet esprit un peu large, d'accepter un petit peu. C'est des critiques constructives, c'est des critiques qui peuvent nous permettre d'améliorer. On fait des formations dans le CDE. On donne, bon, j'aurais aimé, pourquoi pas, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire un peu les ciblages, etc., même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord, mais il y a d'autres organismes, comme l'incubateur, parce que apprendre théoriquement comment nager, c'est une chose, mais y aller vers rentrer, c'est une autre chose. Donc, l'incubateur, on accompagne jusqu'à ce qu'avec des gens qui sont dans le terrain, avec des échanges, c'est pas uniquement 21 jours, ça peut y aller jusqu'à 3 ans, et vous le savez. Oui. Voilà, c'est un processus long, jusqu'à ce qu'on sera sûr que le projet est sur le marché, etc. Je rebondis juste sur ce que vient de dire M. Boukarif. Vous parlez surtout des pépinières et non des incubateurs, parce que les incubateurs, eux, ils travaillent directement avec des projets innovants, de type start-up. Par contre, les pépinières, là, je suis d'accord avec vous, normalement, devraient prendre en charge le relais. Donc, en maturant justement ces projets-là, bien sûr, à la pépinière de Tunis, par exemple, ils avaient intégré 200 projets à l'époque, c'était en 2013, et franchement, ça foisonnait de PME, de micro, de petites et moyennes entreprises. Donc, le rôle des pépinières, justement, c'était d'accompagner ces projets-là. La pépinière accompagne et l'incubateur, justement, s'il vous plaît, vous avez le temps après pour faire mûrir et accompagner jusqu'à l'aboutissement du projet. C'est bon, c'est bon. Donc, professeur Boukrif, merci. Docteur Mahmoudi, merci. Donc, vous n'aurez pas la parole pour cette matinée. Donc, je donnerai la parole pour un dernier mot. Madame Ayad, si vous avez quelque chose à rajouter, non? Donc, notre cher invité, si vous avez un mot à dire, à vous la parole. Juste par rapport à l'accompagnement. Le dispositif de la NASDA, il est là pour vous accompagner, mon cher étudiant. Donc, par rapport à ça, l'accompagnement, ça se fait après. C'est-à-dire, une fois que vous êtes veille, l'idée, elle est mûre. Vous avez bien fait votre étude technico-économique, on est là pour vous accompagner. Donc, l'accompagnement, ça se fait juste après la formation. Vous aurez un accompagnateur dès le dépôt des dossiers jusqu'à la réalisation de votre projet. Merci. Et le financement et le remboursement. Voilà, on aimerait bien sûr, il y a le financement. Il y a le financement juste après l'accompagnement. Il y aura le financement. Le seuil, c'est 10 millions de dinars jusqu'à preuve de contraire. Et on a soulevé ça à qui de Darawa. C'est 18 mois de différé. 18 mois de différé et un échéancier de 5 ans pour le crédit de la banque, les 70% accordés par la banque, et 5 ans, un autre échéancier de 5 ans aussi pour le crédit accordé par le NASDA. Et c'est un crédit bonifié à 100%. Plus que ça, on la met ailleurs. Merci beaucoup, Madame Taleb. Docteur Taleb, si vous avez un mot à rajouter. Bon, je vais dire quand même un mot, parce que bon, c'est un débat très intéressant. Donc, on est revenu un peu au problème de l'entrepreneuriat, des startups. Moi, juste, je vais dire peut-être une phrase. Mon ami Moussa, s'il est d'accord avec moi. S'il se rappelle bien, en 2003-2004, il y avait un séminaire avec le CREAD et on a discuté les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques, je me dis, 25 ans après, on est toujours à la même chose. Donc, c'est extraordinaire. Moi, je voulais dire une chose.
On ne peut pas faire de l'innovation, on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat avec une école archaïque. C'est clair. Soit on a une vision globale et on veut aller de l'avant, soit importer des modèles, de la théorie, on est toujours dans la même... voilà, je me suis rappelé le 2004, Alger, Dakar, l'entrepreneuriat, les mêmes problématiques de financement, de formation, d'accompagnement, etc. Voilà, et merci. Merci, donc on termine pour cette première session, on reviendra donc, Inch'Allah, après 1 heure. Merci.